En dernier chapitre de l'année, thermodynamique. Donc, pour commencer, on va parler du modèle du gaz parfait. Alors, qu'est-ce qu'un gaz parfait? Déjà, bien comprendre que c'est un modèle, ça n'existe pas réellement. Le gaz parfait, on va considérer qu'un gaz, il peut être comme parfait si les molécules qui sont à l'intérieur du gaz, elles interagissent pas entre elles. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont assez éloignées les unes des autres pour ne pas interagir entre elles. Ensuite, la deuxième hypothèse que vous devez connaître, c'est que les molécules doivent avoir une taille négligeable devant la distance qui les sépare. Donc, c'est-à-dire qu'on puisse les considérer comme des molécules ponctuelles. Et dernièrement, une condition qui va en effet, qui va un petit peu avec la première, il faut que la pression soit faible. Parce que si on a une pression qui est très élevée, ça veut dire qu'on a beaucoup de molécules dans un petit volume, et donc on ne peut plus considérer qu'elles n'interagissent pas entre elles parce qu'elles vont être relativement proches les unes des autres. Les 3 conditions que vous devez retenir. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'équation d'état d'un gaz parfait. C'est quoi une équation d'état? C'est une équation qui va relier en fait les différents paramètres qui caractérisent un gaz, c'est-à-dire la pression, le volume et la température. Cette formule elle est très connue en physique, donc PV égale nRT, donc pression, volume, N la quantité de matière, R une constante qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Voilà, la valeur vous est donnée et vous sera toujours donnée, et T la température. Alors, les pièges, quand on utilise cette formule, c'est pas vraiment des pièges, mais il faut faire attention à toujours avoir tous les termes dans les unités du système international. Donc, la pression en pascal, le volume, vous le laissez surtout pas en litres, mais c'est très important de mettre le volume en mètres cubes. Et pareil pour la température, il faut impérativement qu'elle soit en Kelvin. Ah bah, petite remarque en dessous, vous l'avez déjà entrevu en première, mais pas sous cette forme. En fait, en première, on vous énonçait la loi de Boyle-Mariotte et on vous disait que, eh ben, si la quantité de matière elle est constante et si on est à température constante, on a PV égale une constante. Ah, c'est le cas au-dessus, hein, vous regardez PV égale nRT, si N et T sont constants, R c'est une constante aussi, bah, le produit PV est bien une constante. N est souvent constant dans la quantité de matière, elle est souvent constant dans le cas où on a des systèmes qui sont fermés. On ne peut pas échanger de matière avec l'extérieur. Si on a un ballon, par exemple, un ballon de foot hermétiquement fermé, bah, la quantité de gaz qui se trouve à l'intérieur ne varie pas au cours du temps. On va maintenant parler de ce qui se passe un petit peu au niveau microscopique. Donc, comme dans le chapitre précédent, on a parlé de fluide. Là, le fluide, c'est toujours pareil, c'est soit un gaz, soit un liquide. Un système thermodynamique est un ensemble contenant un nombre élevé d'entités chimiques, faut retenir. Et en fait, là, j'ai pris l'exemple d'un verre d'eau, regardez à droite. Et bien, ce verre d'eau, il peut être posé sur une table, et dans ce cas-là, il possède pas spécialement d'énergie cinétique s'il est à l'arrêt, et pas non plus, on peut mettre l'origine des énergies potentielles sur le verre d'eau, et donc il aurait une énergie potentielle de pesanteur qui serait nulle. Donc ce verre d'eau, on va dire qu'il est au repos, macroscopiquement, c'est-à-dire à notre échelle, on voit le verre d'eau au repos. Par contre, si on zoome, si on regarde ce qui se passe au niveau microscopique, il n'est pas vraiment au repos, les molécules, elles vont bouger. Les molécules d'eau qui sont à l'intérieur, à cause de l'agitation thermique, elles vont bouger à l'intérieur du verre d'eau. Elles vont bouger à l'intérieur du liquide. Et donc, on va définir ce qu'on appelle une énergie cinétique microscopique et une énergie potentielle microscopique. L'énergie cinétique microscopique, c'est tout simplement l'énergie qu'ont les molécules d'eau à l'intérieur du liquide à cause de leur vitesse, et l'énergie potentielle, c'est pas une énergie potentielle de pesanteur, hein, c'est une énergie potentielle parce que les molécules d'eau agissent l'une sur l'autre. Et en fait, la somme de ces deux énergies au niveau microscopique, c'est ce qu'on va appeler l'énergie interne du système. Donc on la note U, et c'est une énergie qui s'exprime en joules. U, c'est la somme de l'énergie cinétique microscopique et la somme de l'énergie potentielle. Et donc, lorsqu'on a un système qui est au repos, c'est-à-dire que les énergies au niveau macroscopique à notre échelle sont nulles, et ben la variation d'énergie totale du système, c'est uniquement dû à sa variation d'énergie interne. Très important, qui nous permet justement de relier cette variation d'énergie interne, donc comment varient entre guillemets les molécules à l'échelle microscopique, à sa variation de température. Donc delta U, la variation d'énergie interne, c'est égal à la masse multipliée par la capacité calorifique massique et multipliée par la variation de température. Donc ici, on voit dans cette formule que la variation de température va entraîner une variation d'énergie
interne. On le sait déjà, hein, vous savez que si on augmente la température, les molécules, elles vont plus vite, c'est l'agitation thermique, et si elles vont plus vite, elles ont plus d'énergie cinétique et elles vont plus interagir entre elles, donc l'énergie potentielle va augmenter également. Alors là, dans cette formule, il faut faire extrêmement attention aux unités. Encore une fois, c'est le gros piège dans ce chapitre, parce que des fois, on vous mettra pas M dans la formule, parce que ce sera pas une capacité calorifique massique, mais ce sera la capacité calorifique du système, et en fait, on aura déjà pris en compte la masse du système. Voilà, il faudra faire attention si c'est MC delta T ou si c'est seulement C delta T, mais vous vérifiez par rapport aux unités. Est-ce que c'est une capacité calorifique massique ou est-ce que c'est une capacité calorifique tout court? Alors ça correspond à quoi ce petit c justement? Bah ici, si c'est massique, ça correspond à l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg du système pour augmenter sa température de 1 Kelvin. Donc elle est différente en fonction du matériau qu'on utilise. Est-ce que c'est plus facile d'augmenter la température de 1 kg de cuivre de 1 degré si on apporte une certaine valeur d'énergie? Ou est-ce que c'est plus facile de le faire avec de l'eau? Eh ben, c'est plus facile de le faire avec du cuivre en réalité, donc sa capacité calorifique, elle va être plus faible. Il va falloir apporter une énergie plus faible pour augmenter sa 1 kg de cuivre de 1 Kelvin. Et donc le premier principe, il est là. C'est ça le premier principe, hein, c'est la variation d'énergie interne d'un système fermé au repos macroscopique correspond à la somme du travail et d'énergie thermique échangée avec le milieu extérieur. Delta U est égal à W plus Q. Donc, W, c'est le travail échangé avec le milieu extérieur. Euh, on a déjà parlé du travail d'une force, par exemple, hein, qu'on avait noté W également. Donc, c'est le travail. Plus Q. Donc, Q, ça représente l'énergie thermique, qu'on appelle également chaleur. On appellerait souvent chaleur, sans pas exprès, mais maintenant on essaye de l'appeler énergie thermique. Voilà, les valeurs de W et de Q, c'est des valeurs algébriques qui peuvent être positives ou négatives, et on retient généralement la règle du radin, c'est-à-dire que si on reçoit, on est content, c'est positif, alors que si on donne, si on cède de l'énergie, ben c'est compté négativement. De toute façon, vous n'avez pas de formule pour calculer ni W ni Q. Ok. Donc la plupart du temps, on va travailler sur des systèmes où le travail échangé sera nul. Et si c'est pas le cas, on vous donnera une valeur numérique directement pour pouvoir faire les applications numériques. Au-dessus, une petite image que je commande pas, c'est l'heure. Donc on voit que si le travail il est reçu, c'est positif, si l'énergie elle est cédée, c'est négatif, etc. Par contre, ce qui est important, c'est de retenir, c'est la figure du bas, c'est qu'un transfert d'énergie thermique s'effectue toujours du corps chaud vers le corps froid. Alors, bah, justement, comment peut s'effectuer ce transfert thermique? On a euh, trois transferts thermiques à retenir, nous, en terminale, et il faut absolument connaître les trois et savoir les identifier. La convection, donc déplacement d'un fluide dans le système par agitation, si vous agitez, ou bon, bah, si ça se déplace, si vous avez un mélange d'eau chaude, d'eau froide, ça va se déplacer à cause des densités différentes, hein, de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc les molécules qui se déplacent au sein d'un fluide, ça c'est de la convection. Ensuite, on a la conduction. Donc ça, c'est plus généralement dans les solides. La conduction, vous allez avoir la température qui se déplace de proche en proche, mais les molécules, elles ne bougent pas. Les molécules, elles restent à leur endroit initial, et par contre, la chaleur se transmet petit à petit au sein du solide, au sein du métal général. Et enfin le rayonnement. Donc le rayonnement, bah, par exemple, pensez au soleil, hein, le soleil qui rayonne son énergie jusqu'à la Terre, et donc le soleil il réchauffe la Terre, et pourtant il y a pas de milieu entre les deux. Donc le rayonnement, c'est quelque chose qui peut se faire sans milieu matériel, et donc c'est transporté entre guillemets par les ondes électromagnétiques. Donc vraiment trois types de rayonnement, trois types de transfert thermique à connaître et à retenir. Alors, et bien justement, on va pouvoir définir ce qu'est un flux d'énergie thermique. Dans le flux d'énergie thermique, eh ben, on peut voir ici que c'est l'énergie thermique divisée par la durée de l'échange. Et en fait, c'est une puissance, hein. Vous connaissez votre formule E est égal à P fois delta T, et ben c'est la même chose. Regardez, là j'ai une énergie Q qui est divisée par une durée en secondes, et donc le flux est en watts. Ça a la dimension d'une puissance. Attention, c'est un W majuscule dans l'unité. Donc voilà, bien comprendre que quand on vous parle de flux en physique, euh, un flux c'est une puissance. Alors on a une autre formule qui peut
qui nous permet de calculer le flux et notamment à travers une paroi en fonction de la différence de température entre la source chaude et la source froide. Donc là, par exemple, j'ai un mur, hein, imaginez le mur de chez vous. À l'extérieur, il fait chaud, chez vous, il fait froid. Et ben, vous avez un transfert d'énergie thermique qui se fait à travers le mur, toujours de la source chaude vers la source froide. Et donc ce flux est défini par la différence de température ΔT divisé par la résistance thermique. La résistance thermique, c'est la capacité qu'a le matériau à bloquer, entre guillemets, ce flux thermique. Plus la résistance thermique elle est élevée, plus le flux thermique va être faible. Moins il y aura d'échanges de température entre l'extérieur et l'intérieur. C'est logique au niveau de la formule. La résistance thermique, elle est au dénominateur, donc si elle augmente, le flux diminue. Et c'est aussi logique par rapport à son appellation. Résistance thermique, ça résiste, hein, ça s'oppose au passage de l'énergie thermique à travers une paroi. Donc vraiment, tout ça, c'est des formules qui sont à connaître. Et il y a souvent pas mal de petits exos qui tombent là-dessus, qui sont pas extrêmement difficiles, donc il faut connaître ces petites formules. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Bilan radiatif de la Terre, on va faire ça assez rapidement. Alors la loi de Stefan Boltzmann, qui n'est pas à retenir, on vous la redonnera si vous en avez besoin. Elle permet de calculer la puissance émise par un corps noir. Alors je reviens pas sur la notion de corps noir, vous avez vu ça, on va revenir ensemble en cours, mais sinon vous avez vu ça en enseignement scientifique. C'est un corps qui est capable d'absorber tout le rayonnement électromagnétique qui arrive sur lui et qui lorsqu'il est chauffé à haute température, il va émettre de la lumière sous la forme d'un spectre continu. Bon bref, je reviens pas dessus. Et la puissance, donc ici attention, c'est une puissance surfacique, donc c'est en watts par mètre carré, c'est une puissance par unité de surface. C'est le nombre de watts pour 1 mètre carré. Ben, c'est égal à sigma, une constante de Boltzmann, multipliée par la température à la puissance 4. Formule qu'on ne démontrera jamais, hein, extrêmement dur à démontrer, mais faut juste savoir l'utiliser. Généralement, on vous demande de calculer une température, donc il faut savoir taper la racine quatrième. Alors, si on fait un bilan, si on fait un bilan radiactif de la Terre, on est obligé de parler d'albédo. Vous en avez déjà tous entendu parler en SVT, j'imagine. Donc l'albédo, c'est le rapport entre la puissance qui est réfléchie par une surface par rapport à la puissance qui arrive sur cette surface. Donc vu que c'est un rapport et que la puissance réfléchie, elle est toujours inférieure à la puissance incidente, parce qu'il y a une partie de cette puissance qui est absorbée par l'objet, et bien ce sera donc toujours un nombre qui sera compris entre 0 et 1. Si on a un albédo de 1, ça veut dire qu'on réfléchit absolument tout, que les deux valeurs sont égales, donc que la puissance réfléchie elle est égale à la puissance incidente. Donc c'est le cas pour des miroirs parfaits. On y est très proche en tout cas. Et donc les surfaces blanches, elles vont avoir un albédo qui est très élevé. Et par contre, un albédo qui est nul, ça veut dire qu'on ne réfléchit rien. Ça veut dire qu'on a tout absorbé. Et ben c'est la définition du corps noir. Un corps noir, il a un albédo égal à 0. Et donc les surfaces qui sont sombres, comme la route, etc., et ben elles vont avoir un albédo qui est très faible. Et des petits exemples, hein, l'albédo moyen à la surface de la Terre, c'est 0,31. Et là, vous avez quelques petits exemples qui sont donnés dans le tableau. On peut voir corps noir 0, miroir parfait 1. La neige, vu que c'est blanc, bah, ça réfléchit énormément, donc on est à 0,85. Et les océans, très faibles, 0, si justement on effectue un bilan assez rapide, donc on va essayer de comprendre ce schéma. La flèche en rouge qui arrive, la puissance incidente, c'est la puissance qui nous vient du Soleil. Donc cette puissance, elle traverse l'atmosphère. Déjà, au niveau de l'atmosphère, j'ai une petite réflexion qui est due à l'atmosphère. Alors voilà, je l'ai placée ici, mais en fait, c'est système Terre-atmosphère. Voilà. Il y a une petite partie qui est réfléchie, et d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure sur l'albédo, ben, la puissance réfléchie, c'est égal à A fois la puissance incidente, c'est-à-dire la puissance du Soleil. Et le reste, il est absorbé par la Terre. Et donc on obtient 1 moins A multiplié par la puissance incidente du Soleil, donc le reste, entre guillemets. Donc cette puissance, elle est absorbée par la Terre. Et la Terre, elle peut aussi être considérée comme un corps noir. Elle est à une certaine température, elle va également émettre de l'énergie, et donc la puissance surfacique qu'émet la Terre par rayonnement, hein, de type corps noir, eh ben, c'est égal à sigma T4. Et donc si je suis à l'équilibre, eh ben, à l'équilibre dynamique, la puissance qui est reçue est égale à la puissance qui est cédée.
Donc la puissance qui est absorbée par la Terre, elle est égale à la puissance qui est à la puissance de rayonnement du corps noir. Et donc si je remplace mes deux formules par ce que j'ai trouvé avant, j'obtiens ce qui est en dessous, et je peux isoler la température de la Terre. Température, si je la calcule, je trouve 253 Kelvin, donc moins 23 degrés. Ce calcul, on l'a fait dans l'hypothèse où la puissance qui était émise par la Terre, la flèche en bleu ici, elle partait intégralement dans l'atmosphère. Et donc, on trouve une puissance qui est une température qui est très faible. En réalité, c'est pas le cas. Vous savez bien qu'il y a les gaz à effet de serre qui vont rentrer en jeu. Et en fait, la flèche bleue, ici, normalement, elle se réfléchit également dans l'atmosphère et elle retourne sur Terre, une partie en tout cas, à cause des gaz à cause des gaz à effet de serre. Et justement, la présence de ces gaz va faire que on va avoir une augmentation d'une trentaine de degrés de la température au niveau de la Terre, ce qui fait qu'on a température acceptable, j'ai envie de dire, au niveau de la Terre. Je vous ai pas fait la démonstration avec l'effet de serre parce que ça se complique, ça se compliquait un peu trop au niveau mathématique. Quand même, la formule qu'on obtient ici, là, elle est intéressante. On peut juste voir l'influence de l'albédo et c'est ce qu'on vous demande de faire, hein. Dans le programme, c'est écrit qualitativement, donc je pense pas qu'il y aura d'énormes calculs à faire sur cette partie. Mais là, on peut voir dans la formule que, vu que c'est moins A, et ben si l'albédo il diminue, la température d'équilibre à la surface de la Terre, il augmente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre les deux. Si A diminue, si l'albédo diminue, c'est-à-dire que si on réfléchit moins, et c'est logique, hein, s'il y a moins d'énergie thermique qui est réfléchie, ben ça veut dire qu'il y en a plus qui est absorbé par la Terre. Et donc la Terre, elle va devoir émettre plus d'énergie thermique, et donc la température va augmenter. Et voilà. Et donc c'est un peu un cycle sans fin, hein. Si la température elle augmente, et ben on a par exemple la fonte des glaces, la fonte de la banquise. La banquise qui réfléchit beaucoup, bah, elle va passer sous la forme, va se transformer en océan, entre guillemets, elle va fondre, et l'océan, par contre, il absorbe énormément, il a un albédo qui est très faible. Et donc la température va continuer à augmenter, etc. Donc ce que vous pouvez retenir, fonte des glaces, diminution de l'albédo, augmentation de la température. Pour finir, on va parler de la loi phénoménologique de Newton. Alors, au niveau du concept, c'est très facile à comprendre. Par contre, il y a un petit peu de maths derrière. Alors, un système qui est porté à une température initiale T et en contact avec un thermostat. Système échangeant de l'énergie thermique sans variation de température. Et on a une formule qui vous est donnée en dessous. Alors, concrètement, on va prendre l'exemple tasse de café. Vous servez un café bien chaud et il est posé sur votre bureau quand vous écoutez la vidéo, là, et votre café, il est en train de refroidir. Pourquoi il est en train de refroidir? Parce qu'il est en contact avec l'air qu'il y a autour. Et cet air qu'il y a autour, on va pouvoir le qualifier de thermostat. Pourquoi? On vous dit que c'est un système qui échange de l'énergie thermique, donc il va bien y avoir un échange d'énergie entre votre café et l'air extérieur. Le café est en train de transmettre de l'énergie thermique, hein, toujours du chaud vers le froid, vers l'extérieur. Et pourtant, l'air qu'il y a autour, bah, il y en a tellement, entre guillemets, que sa température ne va pas varier. On va rester à température constante. Donc c'est la définition d'un thermostat. C'est un système qui peut échanger de l'énergie thermique sans que sa température elle change. Ce serait le cas également d'un bain-marie. Vous faites un bain-marie et vous arrivez à maintenir à température constante en apportant de l'énergie électrique, par exemple, s'il est branché sur secteur. Votre bain-marie, ça va être un thermostat. Alors, cette formule, normalement, elle est redonnée. Et par contre, ce qu'il faut savoir faire, c'est établir les poids diffs qui est derrière. Alors, juste le petit H quand même, ça correspond à un terme d'échange convectif. Là, on parle de transfert par convection. Et S, c'est la surface de contact entre tasse de café et l'air qui est autour. Alors, bah, maintenant, c'est le plus drôle. On va établir l'équation différentielle. Donc, premier principe de la thermodynamique, on part de là, on le cite à chaque fois, comme en électricité, quand vous établissez les quadifs, vous citez les lois qui ont un nom, entre guillemets. Donc là, premier principe, delta U est égal à W plus Q, mais pour un système qui est incompressible, le travail des forces de pression est nul, donc W égale 0, il n'y a pas d'autre travail en jeu. Donc ce qui fait que delta U, c'est égal à Q, et vous savez que delta U, c'est mc delta T. Donc maintenant, on sait que l'énergie thermique échangée, c'est mc delta T. On a une définition pour le flux. Le flux, c'est Q sur delta T, donc je remplace, j'obtiens la formule qui est tout en bas.
Et on a également la définition qui est donnée par la loi phénoménologique de Newton. Et donc, c'est maintenant, on a deux expressions différentes pour le flux. Et donc, hs delta t est égal à mc delta t sur a petit t. Et vous savez que là, j'ai un rapport entre deux variations. Maintenant, ce qu'on aime bien faire en physique, c'est faire tendre le temps vers 0, la durée vers 0, et on va obtenir l'équation différentielle qui est donnée en dessous. Donc je réorganise, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais pour réorganiser? Ben, je divise par m fois c, comme ça vous savez que le terme avec la dérivée, on aime bien qu'il n'y ait rien devant, et je développe ce qui est dans ma parenthèse là. Donc je mets tous mes termes en fonction de la température à gauche du signe égal, et le second membre, tout ce qui ne contient pas la température, enfin température qui varie, d'accord? Parce que je le mets à droite. Et donc j'obtiens une équation différentielle sur la température à second nombre constant qui est encadré en dessous. Donc cette solution, cette équation, avant de parler des solutions, on peut voir le terme, si je remets en arrière, hop, regardez le terme HS sur MC. En fait, le premier terme à gauche, c'est une température divisée par un temps. Donc ça veut dire que tous mes termes, ça doit être une température divisée par un temps. Ça veut dire que le terme HS sur MC, ça doit avoir la dimension de l'inverse d'un temps, 1 sur T. Donc en fait, le terme MC sur HS, ça a la dimension d'un temps. Donc c'est ce qu'on appelle la constante de temps du système, le temps caractéristique. Ça doit vous rappeler des souvenirs d'électricité qu'on va noter tôt. Et donc, je vais pouvoir simplifier mon équation différentielle. Et donc, vous voyez bien que taux, maintenant, a la dimension d'un temps. Donc, la solution générale, ici, vu qu'il y a un second membre, il y a deux constantes. C'est a exponentielle, ce qui est dans l'expo, plus b. Et donc, vous savez que pour déterminer les constantes a et b, il faut utiliser les conditions aux limites, c'est-à-dire conditions initiales et conditions quand t tend vers plus l'infini. Donc, c'est souvent ce qu'on va vous demander, hein, s'il y a un genre d'exo comme ça, c'est poser l'équatif. On vous donne la solution avec les constantes, trouvez les constantes. Donc pour trouver les constantes, c'est toujours pareil. On fait tendre t vers l'infini. Au bout d'une durée très longue, et ben pensez à votre café, il va avoir la même température que la température de la pièce, c'est-à-dire qu'il va être froid. C'est que la limite de la température quand t tend vers plus l'infini, petit t, et ben ça va être égal à tx. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, donc c'est uniquement égal à b. Une petite parenthèse là après le b d'ailleurs. Et donc petit b, on voit que la constante b, c'est égal à la température extérieure, c'est-à-dire la température de la pièce, ou la température en tout cas du thermostat. Deuxième condition, condition initiale, vous remplacez le petit t par 0. Et ben vous savez qu'à t égale 0, la température, bon, c'est la température initiale, qu'on peut noter T0, TI, peu importe, il faut s'adapter aux données de l'énoncé. Et donc je remplace le temps par 0 dans l'équation et je trouve que a plus b égale, et ben, égale T0, égale la température initiale. Et on a trouvé petit b avant, enfin grand B avant. Donc maintenant, je peux obtenir grand A, c'est T0 moins la température du thermostat. Et donc au final, la solution générale de votre équatif, elle est donnée ici. Et on peut voir, hein, c'est une décroissance exponentielle de la température en fonction du temps. Et c'est les mêmes règles qu'en électricité. Si vous devez déterminer taux graphiquement, bah, vous tracez votre tangente à l'origine, vous regardez l'endroit où ça coupe l'asymptote horizontale. Donc là, attention, il ne faut pas aller jusqu'à 0, hein, il faut aller jusqu'à la température finale du thermostat. Alors ici, attention, dans mon schéma, c'est écrit T0. Pour moi, ça correspond à Tx, hein, là. Et donc voilà, c'est exactement les mêmes règles qu'en électricité. On considère qu'au bout de 5 taux, la température initiale, elle est égale à la température du thermostat. Si vous savez faire l'électricité et que vous connaissez vos formules en thermo, normalement, il n'y aura pas de souci. Allez, à bientôt.